Alors, si l'économie est la nouvelle religion et si les dieux sont les patrons, à part Xavier Niel, dont on vient de voir, les autres sont des dieux colériques et exigeants. Hein, et je le rappelais au début de cette émission, Geoffroy Roux de Bézieux, le MEDEF a appelé les patrons à se mobiliser la première semaine de décembre, donc ils en veulent encore. Je vais revenir 2 minutes, mais je veux d'abord revenir sur ce que dit Alain Duhamel. Le mot qui m'a frappé, c'est nostalgie. Et en écoutant Régis Debray, on est dans la nostalgie. On est dans la nostalgie. Bien qu'on est dans la nostalgie. Mais donc dans la révolution. C'est au moins un terrain d'accord entre nous. La nostalgie d'une époque où effectivement Elie Cohen a raison. Pompidou, De Gaulle faisait le plan calcul, le plan télécom, le plan truc et le plan machin. Et l'armée des petits entrepreneurs ou des petits chefs d'entreprise se mettait en marche. Et alors, Elie Cohen a dit très justement, entre-temps, il y a eu une mondialisation. Et donc, le général France ne commandait plus qu'une petite partie des chefs d'entreprise. Et dans le monde entier, il y avait des gens qui voulaient faire la même chose, quelquefois mieux et quelquefois moins cher. Mais il y a aussi une autre chose, Élie, que tu n'as pas dite et qui me paraît très importante, c'est qu'il y a eu une révolution technologique absolument incroyable, qui est en gros la révolution numérique, qui a complètement changé la manière de créer des entreprises, de développer des entreprises. On est passé d'un système où on pouvait commander d'en haut et on obéissait en bas, à un système où ça part d'en bas. Des dizaines et des centaines de jeunes entrepreneurs de 22, de 18, de 23 ans inventent des produits, inventent des services et révolutionnent le marchand, enfin le monde marchand, révolutionnent la manière dont on se comporte, on le vit tous au quotidien, et détrônent les grandes entreprises. Et cette révolution de la manière de fonctionner du monde marchand, la France ne l'a pas vu venir, parce qu'on a cette tradition bonapartiste, colbertiste, etc. Cela étant dit, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec la remarque historique, il y a eu des périodes dans la France où on a vécu le monde des startups et où l'État laissait éclore des tas d'entrepreneurs. Souvenez-vous que la précédente révolution industrielle, c'est quoi? C'est l'automobile, l'aviation, l'électricité. Et à cette époque, au début du siècle, le monde était tourné vers Paris. Les firmes automobiles, Peugeot, Citroën, Renault, des startups de l'époque, il y en avait des centaines. Les avions, à l'époque, tout se passait en France. Donc il y a un génie français de l'invention qui a existé et l'État laissait faire intelligemment en créant un écosystème, en faisant des ingénieurs, en faisant des écoles, en faisant un état de droit qui fonctionnait. Et ça a créé un destin français qui s'est brisé. Au milieu de la Troisième République. Oui, on va dire. Ça n'est pas ce dont on parlait, ça n'est pas le Second Empire. Non, mais c'est vrai. Ça n'est pas la période antérieure. Donc il y a une tradition française. Il ne faut pas confondre les périodes. Absolument. Je n'irai sûrement pas polémiquer avec vous, cher Alain Duhamel, sur des précisions historiques. Mais il y a une tradition française, il y a une autre tradition française de l'invention, de l'ingénieur. Allez voir la Tour Eiffel avec tous les noms tout autour. Donc ça existe. Et donc, je reviens au destin qu'évoquait Régis Debray. Oui, une nation, c'est une collectivité qui se trouve un destin. Et un destin, c'est pas juste faire de la richesse. Et un point de PIB, c'est pas le bonheur. Mais 5 millions de chômeurs, c'est pas le bonheur non plus. Mais le désespoir des Français qui s'en vont, de tous âges, qui peuvent partir, ça n'est pas un destin non plus. Et je suis vraiment convaincu qu'on peut recréer un destin autour de ce génie français de l'invention, parce que nous avons des entrepreneurs, là, au sens créateurs d'entreprises, notamment les nouvelles technologies, parce qu'on a une excellence mathématique, parce qu'on a une excellence d'ingénieurs. On peut participer à cette révolution, pourvu que, et ça m'amène à ce qu'on a dit tout à l'heure, pourvu que on remette la France dans la compétition mondiale en termes de prélèvement. Alors, est-ce que c'est toujours plus? Parce que je vois venir la question sur Bézieux, le MEDEF, les aides publiques, qu'est-ce que vous en faites, etc. Juste quelques chiffres, je ne vais pas être trop long. Les entreprises payent 350 milliards d'impôts par an. Ça a été augmenté de 30 milliards d'euros entre fin 2011 et fin 2013. Et je dis bien fin 2011 et fin 2013, c'est-à-dire qu'on a eu 15 milliards avec M. Sarkozy et 15 milliards, moitié-moitié, c'est pour ça que gauche et droite, c'est un peu pareil. François Hollande a effectivement essayé de changer le curseur en nous disant, on va vous... Et ce n'est pas des aides, on va vous baisser vos impôts. Ce n'est pas des aides, enfin, il faut quand même dire les choses. On vous fait payer moins d'impôts. 40 milliards fin 2017. Pas besoin d'un expert en maths. Ça veut dire que jusqu'à présent, jusqu'à fin 2014, fin 2015, fin 2016, on sera toujours moins bien qu'on était en 2011. Alors oui, c'est mieux, c'est un progrès, parce que ça commence à baisser alors que ça a monté. Mais il ne faut pas attendre un miracle immédiat. Et puis dernière chose, c'est ce que disait Pierre Gattaz, comme dans le même temps, pendant que certains simplifient, d'autres complexifient, et qu'on rajoute des trucs invraisemblables comme la loi Hamon, mal ficelés, mal préparés, mal organisés, eh bien la grogne monte. Et
en organisation responsable, on pense qu'il faut mieux mobiliser, faire parler les gens, plutôt que d'assister à des débordements parce qu'on est en République et parce qu'on est républicain. Élie Cohen. Oui, moi je voulais revenir sur ce que disait Xavier Niel. Xavier Niel est un personnage très sympathique. C'est le seul qui se plaint pas. Absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les éléments de détail qu'il donne sont justes et que sa conclusion est fondamentalement fausse. C'est intéressant, ça. Il dit que la France a un régime très favorable pour la taxation des plus-values lorsque les titres sont conservés plus de 8 ans. Donc, ce qu'il ne dit pas, c'est que donc, toute plus-value à court terme, au contraire, est très très lourdement taxée. Elle est taxée à 62%. Donc, mais c'est juste ce qu'il dit. Lorsqu'on est un entrepreneur, qu'on garde ses titres pendant plus de 8 ans, effectivement, nous avons une taxation qui est relativement faible. Ce qu'il dit également sur la transmission est vrai. Ce qu'il aurait pu dire sur le crédit d'impôt recherche également est vrai. Donc, il y a un environnement fiscal favorable pour les entrepreneurs. Mais quand il dit que la France, est un paradis fiscal, il dit quand même une énorme contre-vérité. La France est le pays qui taxe le plus les entreprises, le capital et les revenus du capital. J'ai tous les chiffres sur moi, si vous voulez. Je vais vous les éviter. Donc, si vous voulez, c'est marrant. Ce qui est intéressant, ça montre comment le débat est biaisé, est fondamentalement biaisé, même quand on a des gens de bonne foi. Alors, j'ajoute un dernier élément, c'est que Xavier Niel ne dit pas qu'il ne paye pratiquement pas d'impôts parce que toute sa fortune est une fortune professionnelle, c'est l'outil de travail. Il a une fortune de près de 8 milliards qui est considérée comme son outil de travail et il ne paye rien en ISF parce que l'outil de travail n'est pas taxé. Donc son cas personnel, qui est un cas très exceptionnel d'un innovateur qui a fait fortune grâce à son innovation, qui a conservé entièrement ses titres, qui n'a rien distribué, qui bénéficie du crédit d'impôt recherche, qui bénéficie du CICE, qui ne paye pas l'ISF. Donc ce cas très exceptionnel, dans sa bouche, ça devient le paradigme du paradis français par opposition à l'enfer fiscal décrit par les autres. C'est un paradis pour Xavier Niel, quoi. Alain Duhamel. Oui, moi je voudrais revenir. C'est l'environnement de ce dont on parle. Mais en France, pendant les 30 Glorieuses, il y a eu ce qu'on appelait la société de confiance, qui était le ressort de la société. Et puis avec les crises qui se sont succédées, il y a eu la société de défiance. Et aujourd'hui, on est à un stade où on a la société du ressentiment. Et ce qui me frappe, c'est que ce ressentiment a commencé vis-à-vis des politiques qui sont totalement, collectivement, journalistes compris, hein, on est d'accord, décrédibilisés et totalement intégrés aux politiques, donc rejetés. Cette société du ressentiment qui était une société contre-politique tend à devenir aujourd'hui aussi une société contre-économique. C'est-à-dire que comme les gens ont le sentiment que le pouvoir est passé des politiques aux chefs d'entreprise, après en avoir voulu aux politiques qu'ils rejettent, ils commencent à remettre en cause aussi les chefs d'entreprise qu'ils rejettent parce qu'ils trouvent que leur pouvoir est excessif, donc illégitime, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit les chefs d'entreprise qui régulent la société. Et je pense que ça, c'est une des caractéristiques de la société française aujourd'hui. Et que les Français dans leur ensemble, d'abord ne le savent pas, et ensuite n'ont pas conscience du fait que c'est une spécificité française. Les Allemands adorent leurs chefs d'entreprise. Les Britanniques les adulent même quand ils sont oppressés par leurs chefs d'entreprise. Les Américains n'ont jamais cessé de les célébrer. C'est le fondement de leur société, et avec la dimension protestante en prime qui légitime ça de façon intellectuelle et culturelle. Les Italiens admirent ceux de leurs chefs d'entreprise qui ont réussi. Les Espagnols, malgré tout ce qui s'y est passé, ont trouvé qu'il y avait des succès phénoménaux. Et les Français continuent à penser que les grands chefs d'entreprise qui réussissent sont des suspects, que le pouvoir politique est corrompu par nature, mais que le pouvoir économique est illégitime. Autrement dit, qu'il n'y a plus dans la société de totem qu'on puisse véritablement respecter. On est dans une société du ressentiment qui est une société de l'irrespect vis-à-vis de tous les pouvoirs. Les pouvoirs spirituels sont marginalisés, les pouvoirs intellectuels sont dévalorisés, les pouvoirs politiques sont ridiculisés et les pouvoirs économiques sont mis en accusation. Et je voudrais simplement souligner au passage
que ça n'est pas un phénomène mondial, que c'est un phénomène français. Et qu'au moment où en France les choses évoluent comme ça, c'est le moment où en Chine, qui était l'empire d'une forme de communisme primitif, tout en étant une civilisation formidable, on est en train de se ruer sur des préjugés et sur des idées reçues importées des États-Unis. Et que notre évolution est exactement à l'opposé des autres. Alors, on peut se réjouir de ce qu'au moins dans cette affaire, la France conserve son éternelle spécificité. Je dirais même son éternelle dissidence instinctive. Mais il n'empêche que le rejet de l'ensemble des pouvoirs dans un pays, ça crée, disons, à la fois le contraire du vouloir vivre ensemble et en même temps une instabilité ou au moins une immaturité collective. Oui, Régis Debray, Bernard Maris. Le président chinois est allé à l'anniversaire de la naissance de Confucius. Oui, j'allais le dire. Pour exhorter les Chinois à se tourner vers le culte des ancêtres, à la lecture de Confucius, et à ne pas oublier, pour ceux qui sont taoïstes, de faire leurs exercices de dévotion. Et les États-Unis ont une religion biblico-patriotique. Le drame de la France, vous parlez de la spécificité française. Je ne partage pas votre idée. Je ne crois pas que, pour parler des décédés, les grands chefs d'entreprise d'hier, je pense à De Margerie ou Lagardère, je ne crois pas qu'ils aient été l'objet d'un rejet. J'ai vu qu'on leur a fait des obsèques. Après leur mort, on les célèbre. J'ai rarement vu un pays c'est moins évident. J'ai rarement vu un pays où le journal du soir fait sa une sur un chef d'entreprise. Après sa mort, autant qu'un chef d'État. chaque fois que les Bref, mais parlons de ça. Non. Qu'est-ce qui peut créer... On aime nos chefs d'entreprise à titre exclusivement posthume. Absolument. Qu'est-ce qui fait société, au fond? C'est ça la question que vous posez. Qu'est-ce qui fait société? C'est un sentiment d'appartenance. C'est le sentiment de partager quelque chose. Et on ne partage que ce qui nous dépasse. On est unique par ce qui nous dépasse. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dépassés par rien, puisque la religion républicaine s'est effondrée. Progrès, science, justice, etc. Et nous n'avons pas la religion civile. Et nous n'avons pas le culte des ancêtres. Donc nous avons le culte de la richesse. Excusez-moi, mais nous avons une certaine dévotion, un certain respect envers les gens qui gagnent bien leur vie. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'on les hait. Non mais attendez, on peut les haïr et les envier. Ah ça c'est autre chose Ah, à respecter. C'est Qu'est-ce autre que je veux chose dire qu'à par là? respecter. C'est que la domination de l'économie, c'est l'inverse du politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est l'art de transformer un tas en tout. D'accord? De transformer avec des populations en accord. Qu'est-ce que c'est que la domination de l'économie? C'est l'art de transformer un tout en tas, c'est-à-dire en une mosaïque de personnes ou d'entreprises rivales, concurrentielles, envieuses. Et donc, c'est pourquoi je suis inquiet de cette montée en puissance, j'allais dire, de l'imaginaire économique. C'est que c'est un facteur de morcellement et que c'est un facteur, j'allais même dire, de décomposition sociale. Et c'est ça ce qui m'inquiète. Et j'aimerais que... Je ne dis pas le contraire sur ce point. Je ne dis pas le contraire. Moi, je dis je vous ai dit tout à l'heure que ce qui... Enfin, je pense que dans une discussion raisonnable, un des facteurs est que les Français, et ça alors là il y a eu pas 10 enquêtes, il y en a eu 150, les Français détestent le capitalisme, ont horreur de l'idée de la grande entreprise, trouvent que les chefs d'entreprise sont des gens par nature corrompus, trouvent d'ailleurs dans l'actualité des exemples qui ne leur donnent pas toujours tort, y compris... Pour relativiser, Alain Duhamel, je me souviens c'était le CEVIPOF d'ailleurs qui a fait de tas de sondages l'année dernière, fin décembre 2013, où tout à coup les Français voulaient qu'on laisse les entreprises faire ce qu'elles voulaient, que c'était mieux... et voulaient même rajouter l'esprit d'entreprise à la liberté, égalité, fraternité, plus l'esprit d'entreprise. Ce sont des sondages. Non, mais vous confondez les choses. Vous confondez le fait qui est vrai, vous
que vous le relevez, qui est vrai que les Français, à tort ou à raison, trouvent aujourd'hui qu'il faut donner plus de pouvoir, plus de liberté, et moins de taxes, etc., et plus de chances aux entreprises, mais pas du tout aux chefs d'entreprise. Oui. Le chef d'entreprise reste le grand Satan de la société française. C'est pour ça que l'idée selon laquelle il y a qu'il y aurait aujourd'hui une espèce de prosternation collective devant les chefs d'entreprise, non. Non, Bernard Maris. c'est pas vous que je veux dire que la France a une histoire quand même et qu'elle peut pas s'en sortir. Je crois qu'elle peut pas s'en sortir aussi facilement. On va essayer de faire de nous des Américains, mais ça va être difficile, ça va être dur, ça va prendre du temps. Hein. On va essayer quand même, tous libres, etc. S'enrichir, voilà, merveilleux. Combien tu gagnes? La première question aux États-Unis, la première question qu'on pose. Hein. Oui. Pas d'où tu viens. Combien tu gagnes? Pas en Combien tu France. makes? Pas en France. Voilà. Non, mais on va En essayer. France, Dans 10 ans, cher Régis, Bernard Maris. avant de nous dire de bonjour, on dirait combien tu fais? Non, combien tu non, fais, toi Bernard Maris, aux États-Unis, on dit combien tu gagnes quand on se dit bonjour. En France, on dit combien tu caches. Ouais. C'est pas du Non, tout c'est pareil. absolument C'est faux. pas du tout la même chose. Je veux dire par là, c'est que la France a une tradition. C'est vrai qu'en France, il y a trois grands personnages. Il y a les puissants, c'est vrai, les grands, disons les grands, comme dit Machiavel. Il y avait le prince et il y avait le peuple. Et c'est vrai qu'en France, traditionnellement, le peuple a été soutenu par le prince, toujours, qui a coupé la tête aux grands. Bon, c'était Richelieu, etc. Ensuite, il y a eu une chose qui a fondé la République. Il y a plusieurs choses qui ont fondé la République. Moi, j'en vois trois. Hein. J'en vois une, c'est ce qu'on fait en ce moment, la guerre de 14, la Grande Révolution, 89, et la résistance. Or, il se trouve que malheureusement, la résistance, ça a été la grande tâche patronale. C'est pas si vieux que ça, vous savez, c'est pas si vieux que ça, c'est pas si loin. Mais les patrons français, malheureusement pour eux, ils ont pris un coup très très grave pendant l'occupation. Pour l'instant, vous allez dans mon sens, je vous signale. Ah, tant mieux, alors j'en suis ravi. Bah J'en non, suis mais ravi. c'est pas une forme d'admiration que vous exprimez. Pas du tout. Bon, Alors, ce qui veut dire que, mais on s'en souvient, c'est pas si loin que ça. Ils sont allés demander la manne à De Gaulle en Il leur a 1945. donné. Il le leur Il leur a donné. accordé. Un peu comme M. Valls Point est de droit. allé Ils demander la cherchaient. manne aux Oui, entrepreneurs. Geoffroy de Roux de Bézieux, Excusez. les- Exact. Ils ont cherché un Terminé, patron. Bernard Maris. Ils ont, Qui va- c'est qui exact. Ils ont cherché un patron pour diriger le CNPF, qui s'appelait à ce moment-là, pas le CNPF, qui Huvelat. s'appelait... Oui, et ils l'ont trouvé, qui avait fait de la résistance. Huvelat. Oui, oui, Vous le oui, savez oui, très. oui, il y Ils avait l'ont trouvé aussi un. Berlier. Ben voilà. Il y avait Oui, aussi il y avait Berlier, les il y avait Camerons. il y a quelques-uns. Bon. Et puis il y avait Michelin. Mais on détestait tous les autres. et on les- Mais écoutez, Ah oui. on s'en doutait un petit peu. Et puis il y avait le petit commerçant qui avait fait son beurre, au bon beurre, etc. Donc, la période d'occupation, c'est long, 4 ans, c'est très très long, a créé dans l'imaginaire français quelque chose qui a fait que on va détester pendant très longtemps l'économie. Et je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, cher Alain Duhamel, qu'on s'en soit remis encore aujourd'hui. Et on se dit aujourd'hui, Pour l'instant, tous vous ces dites gens pas- qui vous veulent ne- partir... Vous dites pas du tout le contraire. je Vous suis d'accord avec abondez, vous. là. Vous Je vous- abondez. Parce que j'espère Je vais que vous allez donner la me parole à soutenir. Elie Cohen Non. et Geoffroy Roux de Non, Bézieux, là, il y aura mais de la contradiction. Aujourd'hui, les gens, quand on voit... Moi, je pars parce que je quitte la France, je m'en vais. Mais c'est quoi, ça? Pour un Français, un petit Français, c'est Coblence, ça. C'est des gens qui foutent le camp, qui s'enfuient. C'est les gens qui, effectivement, alors que le peuple français de Paris voulait résister à Bismarck, c'est Thiers qui demande à Bismarck des troupes pour pouvoir constituer l'armée de Versailles et les fusiller. C'est ça, c'est se dire, mais ils nous trahissent. Mais il y a ce côté trahison, ce côté, oh, j'en peux plus de ce pays, je ne le supporte plus. Donc, ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas. Donc, Voilà. on est Mais d'accord. j'ai essayé d'expliquer pourquoi, cher Alain Duhamel. Geoffroy Roux de Bézieux. Deux remarques. Bon, d'abord, je ne veux pas polémiquer sur l'histoire, mais il y a eu autant de patrons de la résistance qu'en dehors de la résistance. Prenez l'automobile, pour faire simple, les Peugeot étaient du bon côté, Louis Renault était du mauvais tous, côté. pas tous, pas Il y avait tous les des Peugeot. socialistes Pas tous les Peugeot. chez Pétain, Non, mais il y il y avait avait la chez De culture Gaulle, donc on protestante peut, des se Peugeot. renvoyer pendant 80 ans ces histoires-là. Je trouve ça un peu curieux. Maintenant, revenons sur le destin. C'est qu'est-ce qui fait nation? Moi, je partage tout à fait c'est la vraie question, c'est la question de la démocratie. Et je voudrais faire une remarque. L'entreprise n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Mais quel est l'employeur en France qui demande des diplômes pour rentrer? Qu'est-ce qui met la barre aux études supérieures avec des concours? Et quel est l'employeur qui, au contraire, prend des gens sans diplôme et essaie de les faire monter dedans? D'un côté, vous avez la fonction publique. Vous savez très bien qu'il y a des barrières invraisemblables qui font que ça exclut. Et de l'autre côté, vous avez l'entreprise privée qui, elle, très souvent, dans l'industrie et ailleurs, d'ailleurs, dans le commerce, etc., emploie des gens sans diplôme qui sont sortis parce que le système éducatif n'est pas parfait. Donc, l'entreprise a un rôle à jouer. Oui. A un rôle à On est jouer. bien Ce n'est d'accord. pas ni Bien l'alpha, sûr. Quelle entreprise? ni l'oméga. Toutes les entreprises, Toutes. monsieur Maris. Même, de toute taille. l'entreprise des 1000 vaches aussi. Je ne connais pas l'entreprise de 1000 vaches, mais je Ah sais bon, pas ce qu'elle d'accord. fait de la laiterie, je Je sais pas. suppose. Non, mais toutes Celui les qui fabrique entreprises- des mines Mais oui. antipersonnelles aussi. Très bien. Oh, écoutez, les 1000 antipersonnels. Je sais pas. Alors on est encore sur un autre sujet qui Ah est non, ce mais qu'on c'est peut notre tout sujet. vendre. L'entreprise avec un grand E, ça veut dire quoi? Les entreprises françaises ont un rôle à jouer dans la constitution du destin national. Quel rôle? Et C'est quel ça le rôle? Et problème. le rôle, c'est Fabriquer d'essayer. Pardon, si Non, je mais quel peux rôle, finir, moi, je suis- Le rôle, c'est d'essayer de contribuer à ce que
5 millions de chômeurs, parce que c'est ça, Oui. et peut-être 6 demain, et peut-être 7 demain, rentrent dans la communauté nationale, participent, parce que travailler, c'est un épanouissement. Parce que travailler, c'est l'œuvre d'une vie, et ça fait partie de la constitution de ce destin national dont vous parlez. Ça n'est pas le seul moyen. Il faut avoir un but, il faut avoir d'autres choses, il faut avoir des pompiers, des militaires, etc. Et j'ajouterai un point, je le redis, si on ne fait pas ça, si on n'aide pas l'entreprise pour la remettre dans la compétition mondiale, alors la France sort de l'histoire. Parce que oui, monsieur Maris, on est produit de l'histoire, il ne faut pas oublier son histoire. Moi, je suis patriote, je paye mes impôts en France, je vais vendre mon entreprise dans quelques mois, je reste, je vais recommencer. Alors que bon, je vais me faire un petit peu taxer, un peu plus, semble-t-il, que monsieur Niel. Oui, mais le sujet n'est pas là. Le sujet est pas là. Je suis d'accord pour payer des impôts. C'est le consentement à l'impôt, c'est le fondement de l'acte citoyen, à condition que ce ne soit pas 70%. Mais le sujet, c'est quoi? C'est que si on continue, ce qu'on a fait depuis 30 ans, gauche et droite confondues, c'est-à-dire à considérer l'entreprise comme une vache à lait, sur lequel on met des impôts d'un côté et des règlements kafkaïens de l'autre, on sort de l'histoire. On sort de l'histoire parce que la Chine y rentre, parce que le Vietnam y rentre, parce que tous ces pays-là y rentrent. La Chine est et un que la très bon France exemple. va rentrer dans 300 ans. La Chine est un excellent Et exemple. moi, je suis patriote avec ma partie, mon rôle, comme tous les chefs d'entreprise de France. Parce que oui, il y a des gens qui trichent, mais c'est comme les syndicalistes voyous, c'est comme les journalistes voyous. Il y a 3% de patrons tricheurs, n'en faites pas une généralité. On ne gère pas une société avec des abus. Donc oui, l'entreprise a un rôle, mais ça n'est ni l'alpha, ni l'oméga. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux a répondu à sa manière à la question. Hein. L'entreprise sauvera-t-elle la France? Vous dites, elle le peut. Élie Cohen, est-ce que ce Non, débat se termine? l'idée que l'entreprise soit porteuse de valeur, qu'elle soit une institution dont elle peut faire don à l'ensemble de la société, me semble être une aberration totale. Donc je ne crois pas du tout à ces choses-là. Je crois au contraire qu'il y a une multitude d'entreprises, qu'elles sont très différentes selon effectivement leur secteur d'activité, leur taille, leur degré d'insertion dans l'économie internationale, etc. Donc cette idée de l'entreprise qui serait la nouvelle Église me semble totalement fausse. Alors par contre, il y a quelque chose de profondément vrai dans ce que dit Régis Debray. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation dans laquelle, à la fois, on peut soutenir que les Français n'aiment pas l'économie de marché, n'aiment pas le capitalisme, n'aiment pas la mondialisation. Ils n'aiment en fait que la petite entreprise de proximité. Ils n'aiment pas la richesse née de l'acte d'entreprendre. Ils préfèrent la richesse héritée. Donc, ils aiment les maths et la culture. Et ça, ils aiment les maths et la littérature. Et la fonction publique. Quand ils y appartiennent. Donc voilà. Donc tout ceci fait la spécificité française. Mais c'est vrai qu'en même temps, non, ils vous les présentez comme des gens aigris, petits, non, pas du tout, minuscules, des pauvres types, etc. En même temps, pas nous des sommes pauvres types. dans une situation où progressivement, la transformation du politique, la transformation des institutions, etc., font qu'on opère un glissement progressif de ce qui était le domaine limité de l'économie de marché à, c'est vrai, une société qui est de plus en plus une société de marché. Donc comment on réconcilie cette transformation progressive en une société de marché, vous avez tout à fait raison, et toutes vos remarques sont tout à fait vraies, avec le fait qu'en même temps, nous ne sommes pas un pays qui aime l'entreprise ou qui cherche à promouvoir les valeurs de l'entreprise ou qui se prosterne devant les chefs d'entreprise. Tout au contraire. Et donc ça, je crois qu'on est en train de toucher l'un des éléments de l'évolution récente de la France, de sa difficulté à être et dans l'économie contemporaine et dans sa propre histoire institutionnelle avec le déclin des valeurs républicaines. Je crois que vous pointez les difficultés de la France plus que vous ne rendez compte de quelque chose qui n'est pas vrai à mes yeux, c'est-à-dire de la substitution des valeurs de l'entreprise aux valeurs, soit de la République. Personne n'est contre les créateurs et les innovateurs. Enfin, moi, vraiment, quand quelqu'un a une idée, crée une entreprise et s'enrichit, qui peut être contre ça? C'est son destin et c'est très très bien. Mais alors dans ce que je veux dire, c'est dans ce cas, comment expliques-tu les glissements permanents qui s'opèrent en France? Regarde juste le débat qui a eu lieu en France en politique avec ces socialistes qui ont contesté le CICE. Tu as bien vu comme moi le glissement qui s'est opéré entre l'entreprise, le chef d'entreprise, le profit, les dividendes et au fond l'illégitimité fondamentale de l'aide aux entreprises, alors que, comme ça a été dit, ce n'est qu'une restitution partielle. Alors, courte conclusion, très Bernard court, Maris très et court, Régis Debray. très court. Malheureusement, nous sommes dans une économie, ou heureusement, j'en sais rien, chacun choisira, dans une économie mondialisée, dans une compétition terrible. Il y a des pays qui nous font la peau. C'est pas d'autre terme, c'est la vérité. Oui. Vous avez parlé de la Chine, qui est une belle dictature quand même. J'aime bien qu'on aille leur cirer les pompes, mais quand même, il faut savoir ce que c'est ce pays, qui est une dictature qui réussit et qui, d'ici 20 ans ou 30 ans, nous aura mangé. Elle fera les avions
dans 20 ans, que nous sommes en train de faire. Nous avons à côté notre cher voisin, notre cousin germain, si je puis dire, qui a réussi, lui, sa réunification et qui est en train aussi de nous faire la peau. Donc c'est vrai que quand on est en guerre, malheureusement, je veux dire, et quand les autres ont des chars d'assaut, il vaut mieux pas avoir des flèches et des arcs, il vaut peut-être essayer de se battre contre eux. Donc ce que dit Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, donnez-moi les mêmes armes pour que je puisse me battre à armes égales avec les autres, ça, je peux parfaitement l'entendre. Mais en revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit au détriment des valeurs républicaines et de ce qu'a fait l'histoire de ce pays et ce qui fera, à mon avis, l'avenir de ce pays. Parce que moi, je crois à l'universalité du message français, je crois à son histoire, et je crois que la littérature le prouve, les médailles Fields le prouvent, la recherche le prouve, nous avons une tas de capacités qui font qu'il n'y a pas que la baisse des charges sociales qui va faire le destin de ce pays, à mon avis. Régis Debray, petite conclusion. Impôts, sacrifices, réformes, aide aux entreprises, oui, d'accord. La question que je pose, c'est pourquoi faire? Au service de quoi? Quand De Gaulle arrive en 1958, le plan Rueff, il prend des mesures dures, mais il a un projet. La France, puissance, la participation, ça viendra plus tard, le rôle de la France dans le monde. Aujourd'hui, je ne vois aucun projet, aucune perspective, aucune finalité. Et c'est ça ce qui rend intolérable un peu, j'allais dire, votre hyper-présence, si vous voulez. Moi, je n'ai rien contre votre présence. Je suis très heureux qu'il y ait des hommes comme vous. Je vous le dis très, très franchement. Mais je voudrais qu'il y ait au-dessus de vous, ou à côté, au-dessus, des politiques qui aient le sens de l'histoire, qui aient le sens je dirais, des rapports de puissance internationaux et qui disent, voilà ce que la France pourrait être demain et pourrait faire demain, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Et comme je ne vois pas ça, alors je dois avouer que vous m'agacez un peu, mais ce n'est pas votre faute, c'est la faute des politiques. Alain Duhamel, dernier mot. Votre faute. Alors, moi, je suis totalement Pas d'accord. du tout. Je le trouve très intéressant. Je suis totalement d'accord avec la chute. C'est-à-dire que le fait qu'on rejette les chefs d'entreprise et le fait qu'on ait tendance à transformer en démons toute une série de mécanismes économiques qu'on connaît mal, parce qu'en France, on les connaît mal. Bon, c'est dans l'ordre des choses. d'avoir un prix Nobel, on les connaît très bien. Je suis pas Regardez sûr. Eli Cohen. Je suis pas sûr. Il va vous faire 2 heures de cours. Bernard Maris, je ne suis pas sûr qu'il y ait 65 millions de gens Tyrol en France. Même si... On a inventé l'économie, les physiocrates. D'accord. Je partage notre génie collectif, mais avec certaines limites. D'accord. En revanche, je pense que le problème n'est pas celui de l'affirmation des chefs d'entreprise. Le problème est celui de l'effacement des politiques. Nous sommes d'accord. Eh bien, nous y arriverons. C'est ce que j'ai commencé par dire, que j'étais d'accord avec votre chute. Et que l'effacement des politiques, c'est d'abord le problème des politiques eux-mêmes. Pourquoi? D'abord à cause des brouillages idéologiques qui existent. La France a été peut-être le pays le plus producteur d'idées politiques pendant 2 siècles. En tout cas, un des 2 ou 3, sûrement. Bon, aujourd'hui, citez-moi la production d'idées politiques nouvelles. C'est vrai que les partis n'ont plus de revue, par exemple. Ni les partis, on sait tous ça. Pendant l'entre-deux-guerres ou pendant la première moitié de la Ve République, des hommes politiques pouvaient être de grands intellectuels. Aujourd'hui, on a encore des grands intellectuels, mais on n'a pas de grands hommes politiques intellectuels, que ce soit de gauche ou que ce soit de droite. Nous sommes d'accord. Et c'est une nouvelle infirmité. Et on a aussi des hommes politiques. En France, l'infirmité culturelle des hommes politiques est une idée neuve. Et je pense que le problème est là. Et que ça n'est pas un hasard. Ça ne suffit pas. Mais bien sûr que ça ne suffit pas. Mais ce sera quand même la conclusion. Je pense qu'il y a eu aussi les hommes politiques qui ont fait des erreurs terribles, malheureusement. Essayons d'être un peu nostalgique des idées d'avant où il y avait des politiques qui étaient capables de penser par eux-mêmes et même de lire des livres, figurez-vous. Ce sera le dernier mot, mais sur ce sujet.